Table ronde sur pôles territoriaux, levier d'innovation. À la tribune, au pied levé, pour remplacer Carole Delga, qui était la présidente du Conseil régional Occitanie, qui a eu un empêchement, son directeur de la direction de projet des politiques contractuelles territoriales, Philippe Clary. Dominique Lemaître, directrice du mécénat de la Fondation de France. On a un peu plus de femmes, hein, vous avez vu cet après-midi en tribune, vous avez souligné. Yannick Blanc, je ne parle pas pour vous, monsieur Blanc, mais Yannick Blanc, président de la Société française de prospective, aussi d'ailleurs en charge de l'agence du service civique par ailleurs, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là, mais je le signale, vous étiez préfet aussi, auteur de Après le Léviathan, l'État dans la grande transition. Je fais de la pub pour votre ouvrage en même temps. Venez me rejoindre, ne me laissez pas comme ça toute seule, montez à la tribune pendant que je vous appelle. Alain Assouline, président des écoles Webforce 3, ce sont des écoles qui sont labellisées Grande École du numérique, pour reprendre la formulation exacte. Merci de choisir la chauffeuse qui vous va bien, voilà. C'est au choix. Voilà, vous êtes bien là, Madame Lemaître, parfait. Allez, installez-vous. Qui n'est pas... Voilà, Monsieur Clary. Et ça y est, tout le monde prend place. Allez-y, mettez-vous là-bas. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu la règle du jeu. On a 25 minutes de moins que prévu. Ben, on ne va pas trop délayer, quoi. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer, pendant que s'installe Philippe Clary, par Dominique Lemaître. Voilà, parce que une dame à la tribune, ça nous a beaucoup manqué. Voilà. Alors j'en profite en fait. Vous n'avez pas d'objection, messieurs, il n'y a pas de problème. Non, au contraire, ils sont charmants. Donc, vous êtes directrice du mécénat à la Fondation de France. La Fondation de France, vous faites régulièrement des appels à projets avec des gens qui répondent, qui sont des habitués de la réponse. Et puis, à la Fondation de France, on va commencer comme ça. Vous vous êtes dit, il y a quand même des territoires, on vise personne, qui ont quand même du mal à répondre sur des thématiques précises quand on lance des appels à projets. Ce sont toujours les mêmes qui répondent. Et puis, il y a des territoires où on n'a jamais de réponse. Il faut qu'on remédie à ça. Vous êtes parti de là pour le constat. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Alors oui, juste peut-être 2 mots pour dire que donc, la Fondation de France est une organisation purement privée qui collecte et redistribue des dons et des legs pour toutes les causes d'intérêt général. Donc dans le domaine social, dans le domaine médico-social, dans le domaine de la culture, de l'environnement, de la recherche, de l'éducation. Effectivement, la maison mère Fondation de France collecte des fonds en propre avec lesquels elle mène des programmes de redistribution. Et puis par ailleurs, elle a un métier très particulier qui consiste à abriter des fonds et fondations créés par des particuliers ou des entreprises qui viennent faire leurs propres projets à l'intérieur de la Fondation de France, leurs propres projets philanthropiques. On en abrite aujourd'hui 800. Juste un ordre de grandeur, la Fondation de France, toute fondation et maison mère et fondation et 800 fondations ont distribué à peu près 135 millions d'euros en 2015. Alors, effectivement, nos appels à projets classiques, là je parle des appels à projets de la maison mère, sont plutôt des appels à projets thématiques menés sur le long, voire le très long terme, et consacrés à l'innovation sociale en tant que cette innovation portée par la société civile est capable d'apporter, enfin de faire bouger un peu les institutions, les réponses institutionnelles et de faire évoluer ces institutions. Ce sont souvent d'ailleurs des acteurs de l'institution qui vont faire des associations pour mener des projets un peu innovants dans leur domaine de compétences et dans leur champ professionnel. Donc, ces appels à projets, comme nous manions des moyens, je vous l'ai dit, tout confondu, 135 millions d'euros, c'est pas grand-chose à côté des moyens publics. Eh bien, nous sommes des gens tenaces. En général, on fait ça dans le long, voire très long terme, pour essayer d'avoir des effets vraiment en profondeur sur la société. Il se trouve que, en pratiquant ces appels à projets thématiques, de manière un peu récurrente, on se rendait compte qu'il y a des territoires sur lesquels ne remontait jamais de projet. C'est-à-dire que l'occurrence qu'il y ait un projet qui corresponde aux critères très précis thématiques qu'on avait, puisque nos appels à projets sont toujours assez précis, était quasiment nulle. Donc on s'est penché un peu sur cette question. Comme par ailleurs on est né dans un contexte très centralisé. La Fondation de France est née à la fin des années 60 d'une volonté publique d'encourager le mécénat privé dans une France encore très très dominée par l'État central. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas depuis notre mirador parisien qu'on allait pouvoir savoir ce qui se passait sur le terrain et qu'il fallait vraiment être implanté localement. Et donc, on a eu, dès les années 80, on avait des débuts de délégation régionale
qu'on a accentué. Maintenant, on a 6 fondations régionales qui couvrent l'ensemble du territoire. Et donc, on avait cette volonté de se rapprocher du terrain, vraiment. Et on a des équipes. L'équipe, d'ailleurs, est ici au 3e rang, l'équipe de la région. Il y a à la fois il y avait le stand des salariés, aussi, oui, un stand, parfaitement, 4 salariés, plus d'une vingtaine de bénévoles basés à Bordeaux. Et donc, cette idée nous dérangeait, qu'il y ait des territoires que la Fondation de France, qui voulait avoir une couverture nationale et au niveau local le plus fin, ne trouve jamais de projet sur certains territoires. Donc on a décidé d'assortir nos appels à projets nationaux d'appels à projets territoriaux. Alors comme on a fait fait faire des diagnostics de territoire. On a regardé un peu, nous, où étaient ces endroits où on n'avait pas de projet, et on a creusé pour voir pourquoi, quelle était la physionomie de ces territoires, et on a décidé. On couvre en 7 régions l'ensemble c'est pas tout à fait les régions administratives, d'ailleurs, le pays, et on a décidé, à raison un appel à projet par région, de délimiter un territoire qui nous semblait particulièrement fragile, enfin pour des raisons diverses, et d'y faire des appels à projets généralistes, qui ne sont d'ailleurs pas des appels à projets, mais des appels à idées, puisqu'on pratique en 2 temps. Donc on va très 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 près du terrain, ici dans la région. Alors les régions qu'on a choisies, les 6 territoires qu'on a choisis, donc c'est au sud de la France, on a choisi les Hautes-Alpes, qui sont un territoire de montagne avec des vallées encaissées, donc avec des grandes disparités sur le territoire. Le bassin minier du Pas-de-Calais, qui est une zone de reconversion pour la région Nord. L'agglomération de Mulhouse, où il y a une zone urbaine très sensible. Le Saumurois et la Haute-Gironde, qui sont des zones rurales assez reléguées pour tout en Pays de Loire. Et puis la Haute-Gironde, le début d'un couloir de pauvreté, et le Libournais dans la région. Et enfin, le nord de l'Isère, qui est une zone périurbaine avec un tissu social fragile. Vous dites que c'est un appel à idées parce que vous accompagnez après. Alors exactement. Donc, quand on commence ces programmes, ici, dans la région, dans le Libournais et la Haute-Gironde, notre équipe locale a carrément été tractée sur les marchés pour rencontrer les habitants et pour faire savoir que si des groupes de citoyens avaient des projets d'intérêt général, eh bien, ils étaient bienvenus pour répondre à notre appel, même si leur projet n'était pas formalisé, même s'ils n'avaient pas encore créé une association, même parce que c'est généralement le tissu associatif qu'on soutient. S'ils en étaient au démarrage de leur idée, ils allaient trouver de l'aide chez nous pour les aider à formaliser cette idée puis la mettre en œuvre. Alors, on apporte évidemment des soutiens financiers, mais on apporte surtout des soutiens d'accompagnement au démarrage, à la fois en collectif et en individuel. Et vous envisagez de d'étendre au-delà de ces 6 territoires que vous nous avez nommés. Vous êtes à l'écoute de territoires qui rencontrent des difficultés et où vous pourriez étendre ça, ou c'est pas l'objectif? Alors, on essaye d'être à la fois modeste et têtu. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'installer pour le moyen terme sur ces zones, c'est-à-dire de rester au moins 5 ans pour voir éclore les projets, pour voir les dynamiques que ça entraîne. Alors, on commence à avoir les premiers retours sur les 2 premières régions. On a commencé ça, qui était le bassin minier du Pas-de-Calais, et la 2e région où on a commencé, c'était les Hautes-Alpes. On voit, quand on fait des réunions ensuite de porteurs de projets, et puis on a fait dans le bassin minier, on a fait une séance un peu plus large avec toutes les forces vives, on va dire, du territoire. On voit à quel point ça apporte une petite bouffée d'air frais aux gens, de penser que tout à coup, voilà, dans des endroits où il ne se passe pas grand-chose. Ça a changé quelque chose concrètement? Vous voyez déjà des Ça résultats? change quelque chose. Bien sûr qu'il y a dans ces endroits-là, il y a des impulsions de la part des acteurs politiques, mais la société civile, parfois, se sent un peu, comment dire, elle est parfois très peu active, très peu réactive. Et l'idée que ce soit un acteur de la société civile qui vienne leur proposer, leur tendre la main et leur tenir la main pour monter leur projet, ça a vraiment des effets.
Alors, on Vous récolte êtes des pas choses rapproché extrêmement pour variées. l'instant des conseils de développement dont on a beaucoup parlé. Bien des évidemment, on territoires. se rapproche, on fait pas ça tout seul. Hein. Et quand on vient sur un territoire, bien évidemment, on fait savoir à toutes les forces vives du territoire qu'on arrive, et on discute avec elles de ce qu'il y a à faire. Le monde politique et administratif, mais aussi le monde économique, mais aussi, bien évidemment, tout le monde associatif qui forme le gros corps de nos interlocuteurs. Donc, on n'arrive pas tout seul comme ça en ouvrant un bureau et en disant on va être en contact direct avec les habitants. On passe évidemment par toutes les structures de l'endroit. Mais notre volonté, c'est quand même d'essayer d'aller chercher des dynamiques de la société civile et de passer un message aux habitants que s'ils veulent prendre des initiatives, nous, on est là pour les aider. Merci. Il y aura peut-être des questions concernant ce texte-là. Il y a un deuxième axe que vous faites, c'est sur les fondations territoriales, mais j'aimerais qu'on en parle après, dans un deuxième temps. Voilà, on reviendra sur ce deuxième outil que j'ai trouvé intéressant quand on préparait cette séquence. Yannick Blanc, vous êtes président de la Société française de prospective. En premier temps, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas péjoratif, mais la Société française de prospective, elle émane d'où? Elle fait quoi, quand même, en quelques mots? La Société française de prospective est une idée qui s'est construite entre quelques prospectivistes le soir du colloque qu'on avait consacré à la mémoire de Guy Loinger. Guy Loinger, qui fut pendant de nombreuses années vraiment un des prophètes de la prospective territoriale en France. Il est disparu prématurément. Ses amis ont organisé un colloque pour prolonger sa pensée, ses travaux. Et au soir de ce colloque, on était quelques-uns réunis dans un café, et mes amis prospectivistes professionnels se désolaient un peu de la dispersion de leur profession et de sa faible visibilité. Et je leur ai dit, comme je suis depuis longtemps un spécialiste des associations en tout genre, je leur ai dit, mais créez une société savante. La société savante est la forme la plus ancienne d'association dans notre pays, puisque ça existe depuis le XVIIe siècle, et que ça a toujours continué d'exister, quels que soient les régimes juridiques de l'association. Et donc, je leur ai transmis cette idée. Donc, on a créé cette société, qui est une société savante de prospectivistes. Alors, comment vous pouvez aider, accompagner, vous, à votre niveau? Qu'est-ce que vous préconisez pour être un levier pour le développement des pays et des pôles, qui est un sujet quand même qui nous occupe, en matière d'innovation? Vous avez expérimenté des choses à la Société française de prospective? Sur un territoire, vous avez des méthodes? Le paradoxe de la Société française de prospective, c'est que la prospective n'est pas une science. Donc faire une société savante avec un truc qui n'est pas une science un peu particulier, la prospective, c'est une attitude. La prospective, c'est une attitude qui consiste à mobiliser toutes les variétés de connaissances possibles sur un moment, un enjeu, une population ou un territoire donné. Mobiliser ces connaissances pour détecter ce qui, sur ce territoire, est porteur d'avenir. Vous avez, que vous preniez un territoire local ou que vous preniez un pays, vous avez des phénomènes qui sont ce qu'on appelle des tendances lourdes. Il y a par exemple dans notre société une tendance lourde qui remodèle très profondément la société, à la fois dans ses grands ensembles et dans notre vie intime, c'est le vieillissement démographique. Le vieillissement démographique, c'est pas seulement des vieux qu'il faut mettre dans des EHPAD, c'est pas seulement la prestation dépendance, c'est un aspect du problème, mais c'est un tout petit aspect du problème. Le vieillissement démographique, c'est le cycle de vie se transforme. La jeunesse devient un âge qui dure 15 ans, de 15 à 30 ans. Il y a une nouvelle génération de gens qui émergent dans la société, qui n'existaient pas avant, qu'on appelle les seniors actifs. Et puis, les horizons stratégiques des individus dans leur parcours de vie changent. Ça, c'est des phénomènes, tendance lourde, un phénomène qui affecte la société, on n'y peut rien. C'est bon. Et ça, par exemple, ce phénomène-là, il est très profond, il impacte chacun de nos territoires, nos façons de faire, notre façon d'être en relation les uns avec les autres, et personne n'en parle jamais. La prospective, faire un travail de réflexion prospective sur un territoire, passer une heure à examiner, par exemple, ce que sont les conséquences du vieillissement démographique sur un territoire, c'est un début d'attitude prospective. Ensuite, on va évidemment mobiliser d'autres connaissances, les connaissances classiques d'analyse des territoires, l'analyse des flux économiques, l'analyse de la richesse, les statistiques en tout genre, les statistiques de santé publique, etc. Ça veut dire que vous avez des équipes qui descendent, entre guillemets, je dis descendent sur les territoires, oui, pour faire ces analyses-là. Il y a
des prospectivistes professionnels qui proposent leurs services aux collectivités territoriales pour leur proposer des méthodes et les accompagner dans ce travail de réflexion. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que la prospective n'est pas une science descendante. Le prospectiviste ne vient pas sur un territoire pour dire ce qu'il faut faire. Il ramène pas sa science, si vous me passez l'expression, pour expliquer aux gens ce qui va se passer. C'est pas ça du tout. Il a de la méthodologie, il a des outils, il sait où sont les sources documentaires et il va, avec les acteurs du territoire, mobiliser les connaissances possibles pour que on partage une vision plus riche, plus complète, plus lucide du territoire où on est. J'ai, moi, en tant que préfet, incité à un exercice de ce genre dans le département de Vaucluse. Et ce département, qui est un département très paradoxal, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses prestigieuses, beaucoup de richesses visibles et énormément de pauvreté sociale invisible. C'est le 5e département le plus pauvre de France. Grâce à l'analyse prospective, on a pu partager avec des acteurs locaux, avec le monde de l'entreprise, avec l'université, on a pu partager un certain nombre de constats sur les richesses cachées du territoire, sur des dynamiques économiques possibles qui existaient sur le territoire et qui ne sautaient pas aux yeux des acteurs eux-mêmes. Voilà ce qu'apporte la méthode prospective. Et donc, concrètement, si on reprend l'exemple du Vaucluse, qui est un exemple que vous citez de réalisation, ça a conduit à quoi? Ça a permis quoi pour qu'on voit bien l'intérêt? Est-ce que vous travaillez après tout seul? Est-ce que vous seriez prêt à travailler, si c'était le même territoire, avec votre voisine, par exemple? Parce qu'il pourrait peut-être y avoir des convergences sur... Avec ma voisine, on se connaît depuis au moins 20 ans et on a déjà souvent travaillé ensemble. Mais oui, mais bien sûr, sur ces territoires, on peut mobiliser des outils de prospective pour détecter les ressources mobilisables. Dans le Vaucluse, il y a eu quoi comme ressources mobilisables? Vous prenez des territoires ruraux, par exemple, très affaiblis, très désertifiés. Ce sont des territoires ruraux où les gens qui sont les responsables locaux, les élus, les agriculteurs, etc., souffrent de ce qu'ils vivent comme la colonisation du territoire par la résidence secondaire. Eh bien, si on y réfléchit un peu, si on est un peu astucieux, si on va parler avec les gens qui sont dans ces résidences secondaires, on peut trouver dans la population de ces résidences secondaires des ressources. On peut lui apporter des services qui font qu'elle va rester plus longtemps sur place. L'équipement du pays en réseau numérique au débit est évidemment pour les territoires ruraux quelque chose d'absolument essentiel de ce point de vue. Mais voilà, on trouve comme ça sur l'ensemble des territoires ce genre de ressort. Dans le Vaucluse, la démarche, après mon départ, s'est un peu ralentie, mais on est avec quelques amis vauclusiens en train de la relancer. Il faut, dans le Vaucluse, trouver de la synergie entre ce qui fait la richesse du territoire, ces ressources agricoles, ces ressources touristiques, ces ressources patrimoniales qui sont prodigieuses, sa notoriété culturelle qui est très grande. Il faut relier ces ressources-là avec une population extrêmement pauvre. Dans les quartiers politiques de la ville de Carpentras et de Cavaillon, le revenu médian dans certains quartiers est de 6 000 € par an et par foyer. À Sarcelles, c'est 10 000 € par an et par foyer. Donc vous voyez qu'on a vraiment des poches de pauvreté très intenses dans ce département. Eh bien, sur un territoire comme celui-là, dans les quartiers de politique de la ville, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont potentiel, il y a des gens qui ont envie d'agir. Comment on fait pour mobiliser, pour trouver de la synergie entre des ressources existantes et des populations qui sont disponibles? C'est une des missions que peut se fixer une démarche de prospective. Mais si vous travaillez, donc, on voit bien entre ville et campagne, et vous êtes attaché, je crois, à la notion de dire tout ça, ça fait écosystème. Il faut vraiment qu'on travaille sur des écosystèmes territoriaux qui valorisent effectivement les richesses locales. C'est quand même ça votre fer de lance. Aujourd'hui, tous les acteurs qui sont dans une démarche d'action sont à la recherche de leur écosystème. C'est une attitude que nous avons en commun. Si vous interrogez aujourd'hui les chefs d'entreprise, les chefs des plus grandes entreprises, ils sont dans cette recherche, c'est ce qu'ils appellent l'entreprise élargie. L'entreprise, ce n'est pas une unité de production avec des sous-traitants qui sont à son service et qui vont simplement lui fournir des pièces au plus bas prix possible. Aujourd'hui, une entreprise, si le produit qu'elle fabrique intègre de la qualité, de la connaissance, je pense à Airbus, parce que le patron d'Airbus a récemment donné une interview sur ce thème, où il explique pour permettre, ne serait-ce que pour suivre le rythme de production induit par les commandes d'Airbus, il faut que l'entreprise mère développe avec l'ensemble de ses partenaires une culture de la qualité.
La culture de la qualité, elle ne s'obtient pas si la maison mère presse le citron de ses sous-traitants pour avoir le plus bas prix possible. Dans l'aéronautique, si on ne fait pas de qualité, c'est même pas la peine de construire. Donc il y a une contrainte qui est là et qui impose de trouver du partenariat entre les acteurs. Dans le Vaucluse, il y a un tissu formidable de très petites entreprises d'agroalimentaire. Ces entreprises qui sont sur des niches, qui ont parfois des marchés mondiaux, elles ne peuvent se développer que si elles développent entre elles un travail de partenariat. Et pour le développer, elles n'ont pas seulement besoin de coopérer entre elles, ce que les clubs de chefs d'entreprise font très bien, elles ont besoin de s'appuyer sur des organismes de recherche, sur l'université, elles ont besoin d'établir des liens avec leur environnement, etc. Ça, cet écosystème-là, il est aujourd'hui le Graal que chacun d'entre nous cherche sur le territoire où il est. Et c'est les méthodologies, les modes de gouvernance, les outils pour développer ça qui sont aujourd'hui au cœur de nos réflexions. Merci, on sent vos convictions, en tout cas dans vos propos. Alain Assouline, vous êtes président des écoles Webforce 3. Je vous avoue que je ne connaissais pas bien avant cette table ronde. École labellisée Grande École du Numérique. Alors, pareil, en quelques mots, de quoi on parle? Alors, vous êtes, Alain Assouline, un peu l'acteur incontournable en matière de numérique, l'incubateur d'idées sur toutes ces questions-là. Vous travaillez en lien étroit avec la ministre dans le cadre justement de cette labellisation. On va parler avec vous non seulement de ce projet-là, qui est intéressant, mais aussi quand même plus globalement, parce que ça va intéresser tous ceux qui sont ici dans la salle, du numérique et des territoires ruraux. Et est-ce que finalement, il y a du travail encore à faire? Est-ce qu'on est très loin? Est-ce qu'il y a aussi finalement vraiment de la différence avec certains quartiers urbains? On peut se poser la question. Et comment ça se passe et où sont les enjeux et quelle est la place des opérateurs et qu'est-ce qu'on aurait raté aussi? On en parlait d'ailleurs quand on préparait cette session. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que ces écoles Webforce 3, écoles labellisées Grande École du Numérique? Alors, ces écoles partent du principe, enfin l'idée qui a conduit à la création de la première école, pour moi, qui en effet dirige une entreprise depuis 1994, qui crée des dispositifs numériques pour les administrations, les entreprises, les ministères, etc. L'idée, c'est que il y a aujourd'hui, moi c'est parti du fait que pour recruter un codeur, ce qu'on appelle un codeur, un développeur intégrateur web, il y a 5 ans, j'ai commencé à me rendre compte qu'il me fallait 6 mois pour trouver la bonne personne. Et c'est confirmé par les chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 000 postes non fournis de développeurs en France, parmi les 50 000 postes non fournis dans les métiers du numérique. Et ce n'est pas une question française d'ailleurs, parce que quelquefois on m'a dit « Ah ouais, mais encore une fois, la France est à la traîne ». Non, c'est dans le monde entier, et en particulier en Californie, c'est là où il y a le plus grand manque de développeurs intégrateurs. Donc je me suis dit, c'est quand même idiot, on a une demande très forte qui continue à croître, parce que Cap Digital a mis en place un baromètre trimestriel sur toute la France, observant les offres d'emploi des métiers du numérique. Et on voit qu'au moment de la mise en place du baromètre, c'est-à-dire fin 2014, il y avait une augmentation de 20% des offres d'emploi dans le métier de développeur en particulier. Le baromètre trimestriel, et ça n'a pas arrêté de monter, à tel point que le dernier baromètre début premier trimestre 2016, on est à 68% d'augmentation d'offres d'emploi. Donc on a cette situation qui est due au fait que, parce qu'on parle comme ça du numérique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dû au fait que Internet, qui était les langages qui concourent à réaliser un site Internet, qui était utilisé pour faire des sites Internet de communication, de marketing et même de e-commerce, aujourd'hui, toutes les entreprises, les administrations, tout le monde utilise ces technologies pour faire ses applications métiers, pour fonctionner. Pour gérer ses services, quoi. Pour gérer ses services, pour gérer sa relation client, gérer ses stocks, gérer tout. Bon. Donc, on a eu une demande qui a explosé sur le territoire, qui a explosé dans le monde entier. Et puis arrivent les objets connectés. On pourrait mieux parler d'Internet des objets les objets vont communiquer à travers Internet. Donc, cette demande a explosé. Et en face de ça, on a des filières qui forment pour ces métiers-là des ingénieurs. Or, on a besoin, j'ai appelé ça de 20 000 OS du numérique. Alors, on va dire de techniciens du numérique. Mais on a besoin de codeurs par milliers. Et donc, l'idée, ça a été de dire, et c'est ça qui a été
suivi avec, parce que je l'ai créé en janvier 2014, le président de la République a lancé l'idée d'une grande école du numérique en janvier 2015 et l'école a été lancée en janvier, la grande école a été lancée en janvier 2016. Mais l'idée, ça a été de dire comment mettre en place des formations dans les territoires. Dans les territoires, vraiment dans tous les territoires. Donc il y a eu 170 écoles qui ont été labellisées en France, grande école du numérique. Moi, j'en ai développé 25 un peu dans toute la France. C'est 15-18 personnes par session, c'est 15-18 personnes par session. L'idée, c'est de dire... C'est ouvert à des gens qui ne sont pas donc, de Bac+4 ou Bac+15. Ah non, l'idée, c'est justement de se dire que les personnes... On amène 77% d'une classe d'âge au bac. Même l'année dernière, c'était 86%. Or, on sait un étudiant sur deux arrête ses études sans qualification professionnelle. Donc, on a une masse de jeunes qui sortent de leurs études sans qualification professionnelle. Et donc, l'idée, ça a été de dire comment on les réintègre à travers ça. L'idée, ça a été de dire aussi, et il y a une priorité qui a été mise dans les quartiers prioritaires. Et j'ai beaucoup insisté pour que les secteurs ruraux, désindustrialisés ou enclavés soient aussi dans cette préférence d'implantation. Et vous travaillez en lien, par exemple, avec les chambres consulaires, avec d'autres acteurs pour implanter avec d'autres centres de formation. Comment vous faites? Alors, tout à fait. Donc, pour revenir juste, l'idée, c'est, dans une formation courte, ramener des personnes qui sont sans emploi ou qui sont en reconversion ou qui sont en décrochage du système scolaire ou autre, de les ramener dans l'emploi. Donc l'idée, nous, on les ramène en 3 mois et demi, on les ramène dans l'emploi. L'idée, c'est de se dire que le numérique, l'évolution est tellement rapide qu'on les forme rapidement pour qu'ils puissent s'occuper d'un poste de travail. Et ensuite, on va continuer à les former tout au long de la vie en leur poussant des formations en permanence. Donc c'est ça un peu l'idée. Et c'était quoi votre question, excusez-moi? Non, je disais, vous êtes dans les territoires ruraux, donc vous avez travaillé avec les chambres consulaires, avec les pays, avec d'autres partenaires. L'idée, c'est que, en tous les cas, moi, j'ai essayé de faire des écoles qui soient pérennes dans donc qui durent longtemps et qui aient un modèle économique pérenne. Et donc, pour qu'une école soit pérenne, il faut qu'elle puisse former 150 personnes par an. Et donc 150 personnes par an, à Paris, ce n'est pas un problème, à Marseille non plus, etc. Mais dès lors que j'ai des élus qui m'ont contacté pour ouvrir des écoles, j'ai raisonné comment le territoire, à quelle échelle le territoire est capable de former 150 personnes par an. Et donc, par exemple, en Bourgogne, on a fait une école à l'échelle de toute la Bourgogne. On a fait la même chose en Normandie. Et en Normandie, on l'a fait avec les CCI de Normandie. Donc, on a une convention avec toutes les CCI de Normandie. On a des écoles fixes à certains endroits, comme à Dieppe, comme à Rouen, etc. Et puis à d'autres endroits, en effet, on a choisi de faire des sessions de la même école, mais des sessions itinérantes. Donc on vient à Évreux ou à Louviers ou à Épeigne, qui sont des petites communes. On vient ouvrir une session, on forme les gens en proximité, on le fait avec les missions locales, avec les pôles emploi, on forme les gens en proximité. On fait attention, et c'est pour ça que je parle territoire, on fait attention que non seulement le territoire puisse fournir les personnes, mais surtout puisse les insérer dans l'emploi derrière. Ça, c'est en fait, ces écoles, mon idée de départ, c'est l'insertion par l'emploi. Je pense que l'insertion avec de l'animation, etc., c'est bien gentil, mais on sait très bien que dans les quartiers, en particulier dans les quartiers prioritaires, l'insertion passe par l'emploi. Donc, on a fait des écoles dont la façon le terme KPI, enfin la façon de vérifier la qualité de l'école, c'est le retour à l'emploi et le retour à l'activité. Donc on a aujourd'hui, sur 400 personnes qu'on a formées, on est à 88,9% de retour à l'emploi. Donc c'est vraiment ça. Donc on fait très attention à ce que le territoire soit en capacité de recruter ces personnes. Et ce n'est pas forcément des entreprises du numérique. Donc ça peut être la collectivité locale, ça peut être l'entreprise qui a besoin d'exporter ou qui a besoin de se faire connaître. Et puis ça peut être aussi, parce qu'il y a des territoires où il n'y a pas forcément comme ça la capacité, l'idée c'est de se dire,
est-ce qu'il y a une envie, c'est pour ça qu'avant d'installer une école dans un territoire, on réunit les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement économique. Avant d'installer une école, peut-être qu'on peut se dire, bon, il n'y a pas, le numérique n'est pas là, mais c'est un axe du développement économique du territoire, c'est le numérique. Et dans ce cas-là, former des personnes, avoir des talents dans le numérique sur un territoire, ça peut attirer des entreprises ou ça peut faire, c'est ce qui est arrivé en Normandie, des entreprises, des startups se sont créées, avec d'ailleurs la CCI a joué un rôle d'incubateur pour des gens qui avaient fait notre formation pour qu'elles créent leurs propres entreprises. Merci pour ça. On reviendra sur l'aspect plus général de la question du numérique et des zones blanches, etc. S'il nous reste, et j'espère, un peu de temps sur cette séquence. Philippe Clary, donc au pied levé presque, vous remplacez Carole Delga sur cette table ronde. Remplacez, vous n'avez pas la même fonction, bien évidemment, que votre élu majeur, mais vous êtes là sur cette table ronde parce que vous avez mis en place quelque chose de quand même innovant au niveau d'un conseil régional, qui est l'Assemblée des territoires. C'est une première en France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Assemblée des territoires qui s'est réunie le 4 novembre? On est en pleine actualité, hein. C'est tout nouveau. C'était quoi l'objectif? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça doit produire en matière d'innovation sur les territoires? Merci. Alors, je ne sais pas si je vais représenter l'Assemblée des territoires. Effectivement, elle s'est réunie vendredi dernier à Albi. Parlez bien près du micro, merci. Oui. Alors, simplement, l'idée, et là je peux en témoigner, l'idée, c'est que la traduction d'une conviction personnelle et ancrée depuis longtemps de la présidente Carole Delga. Donc, c'était une idée politique forte, mais qui remonte à plusieurs, même avant pratiquement il y a plus de 12 mois, 14 mois. Voilà. Donc, c'est la traduction d'une prise de d'une volonté chevillée au corps à son niveau, et qui repose sur une prise de conscience et sur un constat. La prise de conscience, c'est que l'enjeu collectif est d'initier désormais de nouvelles pratiques. Alors ça peut paraître un petit peu verbeux, mais dans des périodes comme un peu troublées telles que nous les connaissons, quand on parle d'esprit d'écoute, de respect de l'autre, de mutualisation des actions, ce sont des mots qui peuvent avoir du sens dans ces périodes un petit peu difficiles dans les territoires. Alors, qui est présent à cette assemblée? Je vais y revenir. Le constat, c'est qu'on est une région très grande. On a 215 bassins de vie dans la région. Pour mémoire, ex-Midi-Pyrénées, ex-Languedoc-Roussillon. Ex-Midi-Pyrénées ou ex-Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 215 bassins de vie, c'est une très grande région, sur 13 départements. Donc il y a un souci également de la région, de la présidente de région et de l'exécutif régional d'inscrire l'action régionale dans la proximité avec l'ensemble des territoires. Alors l'Assemblée des territoires, je vais parler de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas et de qui elle est composée, mais elle ne s'est pas construite comme ça en quelques jours. La présidente de région a confié au bureau de l'Assemblée, c'est aussi une spécificité de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, au bureau de l'Assemblée à son président Gérard Onesta, qui a travaillé d'ailleurs avec la NPP, avec Raymond Val et l'équipe de la NPP, pour construire, pour tester, pour voir ce vers quoi on pouvait aller, pour traduire dans les faits cette idée de République des territoires. Alors, les missions de l'Assemblée des territoires, il y en a trois, principalement. Il y a une mission de concertation, qui paraît assez évidente, où l'Assemblée des territoires sera amenée à se prononcer, à donner son avis, à émettre des recommandations sur les politiques propres à la région. Je pense aux schémas régionaux à venir, le schéma régional, le SRDO2I, innovation internationale et internationale, le SRADET, le schéma également à venir pour la croissance et l'emploi, donc émettre un avis, être consulté, et en toute liberté, donner son avis, faire des recommandations à l'Assemblée régionale. La deuxième mission de l'Assemblée des territoires, c'est une mission de capitalisation, d'échange et de transfert d'expérience. Ça va être un lieu où on peut échanger, mutualiser, c'est de bon ton, les bonnes pratiques. Moi, j'ai tendance à rajouter également les prises de risques, parfois les échecs, il y en a. On parle d'innovation, mais souvent il faut expérimenter. Des fois, on va à l'échec, des fois aussi, c'est plein d'enseignements. Donc, ça va être un lieu aussi très libéré, très aéré, très décomplexé à ce niveau-là. Et la troisième mission de cette Assemblée des territoires, c'est une mission d'expérimentation et d'innovation. Elle doit être un vrai laboratoire d'innovation des politiques publiques. Ça, ce sont les missions majeures que se sont données les membres de l'Assemblée des territoires. Ce qu'elle n'est pas, cette Assemblée des territoires, parce qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu des débats, même à l'Assemblée régionale, lorsqu'il s'est agi d'installer les principes de l'Assemblée des territoires. D'abord, ce n'est pas un conseil régional bis, c'est clair, ce n'est pas l'Assemblée régionale. Ce n'est pas le Césaire, on va voir pourquoi, de par sa composition. Ce n'est pas la CDAP, la
conférence de l'action publique. Ce n'est pas non plus un lieu où les territoires, ici représentés, vont venir négocier avec la région les cofinancements des politiques contractuelles. C'est pas ça. Ça doit répondre vraiment aux 3 objectifs: concertation, transfert, plateforme d'échange, innovation, expérimentation. Alors, de qui elle est composée? Et là, c'est aussi l'originalité de cette Assemblée. Elle est composée de représentants de 158 élus. Élus US, élus UES. 158 élus, c'est exactement le nombre d'élus régionaux à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Élus US-UES parce que ça respecte également la parité femmes-hommes. Toutes ces personnes sont désignées par les territoires de projet qui ont été interrogés par la région, par la présidente de région. Et tous les territoires de projet, alors ceux que l'on, les PETR, lorsqu'il n'y a pas de PETR, c'était d'égal, ou des programmes ATI, enfin les territoires de projet, les agglos, les 2 métropoles ont également été interrogées, la métropole de Montpellier, métropole Méditerranée et 12 métropoles ont désigné leurs représentants. Tous les territoires ont désigné leurs représentants, donc des élus régionaux. Donc tous les territoires de la région sont représentés de manière équilibrée, avec une condition qui a été posée, qui a été votée, c'est qu'un élu qui est à la fois élu local, mais qui est aussi élu régional, dès lors qu'il est élu régional, il ne peut pas siéger à l'Assemblée des territoires. Donc ça a été aussi une ligne de démarcation pour laisser toute la liberté, toute la latitude de l'Assemblée des territoires pour avoir joué le rôle qui est le sien. Dernier point, si vous permettez, c'est une des questions aussi qui a été posée vendredi, c'est la structure. Pour l'instant, il n'y a pas de personne morale qui est créée. Pour l'instant, on reste dans la volonté, la dynamique, de l'envie d'agir ensemble. Et pour l'instant, il n'y a pas de structure formelle. Et dans les semaines à venir, il va y avoir... Donc, l'Assemblée des territoires s'est réunie vendredi à Albi. Et prochainement, ils vont se réunir. La région se met en retrait après avoir installé l'Assemblée des territoires. La région apportera simplement les outils en matière d'intendance, entre guillemets, de logistique, mais la région n'interférera pas dans les travaux de l'Assemblée des territoires. Donc, en clair, et pour parler franchement, l'Assemblée des territoires, ce n'est pas un faire-valoir de l'action de la politique de la région, ni... Voilà. Merci. J'ai d'autres questions, bien sûr, pour vous, et notamment liées à la fusion, l'agrandissement de cette région avec Languedoc-Roussillon. Juste 2 questions courtes à tous les deux, Dominique Lemaître et puis Alain Assouline, et après on passe la parole à la Stahl. Il nous reste déjà à peine une demi-heure, il y a vraiment beaucoup de choses encore à voir. Alain Assouline, d'abord, quand même beaucoup de personnes dans la salle s'intéressent et s'interrogent sur la place du numérique. Quelle est votre vision, vous, de ce qui se passe aujourd'hui en France, entre le monde urbain, le monde rural? On voit bien, après-guerre, pour mettre l'eau, pour mettre l'électricité, pour mettre le téléphone, il y avait des grands services publics, tout le monde était couvert pareil. Aujourd'hui, ça ne semble plus du tout être le cas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue et où on en est? Grosse question à répondre en 3 minutes, j'en conviens. C'est-à-dire, bon, la question de la couverture numérique du territoire en termes de haut débit ou très haut débit, c'est une question qui est une question de politique publique et de développement par les territoires, etc., d'aménagement du territoire. Ça, c'est une chose très importante, mais je crois que l'autre enjeu, une fois qu'on aura fait ça, et peut-être que ça va accélérer le fait de le faire, l'autre enjeu, à mon avis, c'est qu'on réussisse la transformation numérique de toutes nos TPE et PME. Et je pense qu'on parle souvent, et c'est souvent les médias, ou y compris d'ailleurs les politiques, parlent beaucoup des startups, c'est un peu ce qui parle. Mais je pense que notre vrai enjeu, c'est évidemment la transformation de l'État, des collectivités locales, leur transformation numérique. Mais ça, je crois que c'est pas mal en cours. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bien parties, mais on a une vraie problématique sur les TPE, PME. Et là, donc, il y a 3-4 ans, donc, le gouvernement avait lancé, sous la forme d'un guichet, comme souvent savent faire les gouvernements, malheureusement, pour la transformation numérique des TPE, PME, un plan de transformation qui n'a pas très bien réussi. Donc, le Conseil national du numérique a été missionné pour repenser tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à ces ateliers. Et l'idée maintenant, c'est de se dire, il faut peut-être que nous arrivions
à créer une plateforme nationale avec des ambassadeurs qui vont aller au-devant des entreprises pour les aider à faire leur transformation numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être lancé, je pense, dans les semaines qui viennent. Mais il n'y a pas équité de traitement aujourd'hui. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne entre certains territoires ruraux, certaines agglos, certains cœurs de ville. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous voulez mon avis, moi, par ailleurs, oui, je vous le demande. Je suis maire adjoint dans une petite commune dans le Val d'Oise, qui est dans la région parisienne, mais je pense que le fait d'avoir, ça c'est mon avis, le fait d'avoir laissé les opérateurs maîtres de dire quel territoire ils choisissent, et puis après, c'est aux collectivités locales d'aller couvrir là où les opérateurs ont dit qu'ils n'iraient pas, à mon avis, ça a mené, ça a créé cette situation-là. Je pense que si les collectivités locales avaient pu être opérateurs d'opérateurs, si on avait pu, si en effet ça avait été la puissance publique, et pas simplement au niveau étatique, mais au niveau des collectivités locales, qui donnent les priorités, qui disent où il faut aller, ben je pense qu'on aurait eu probablement quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça a été... Merci. Il a fallu quand même un peu vous pousser pour dire ce que vous pensiez, mais merci de ce commentaire. Donc, on est bien clair, effectivement. Si aujourd'hui, on est dans une zone qui est choisie par un opérateur, c'est le délai de l'opérateur qui va conditionner l'implantation, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui décide, compris dans ma ville. Il a décidé de fibrer la partie de la ville où il y avait déjà du 4 mégas. Nous, on lui disait, mais non, il faut peut-être fibrer d'abord la partie qui est le village, où on est à 500K. Mais ça lui permettait de dire qu'en faisant la partie à 4 mégas, qu'il avait fibré 60% des habitants. Donc, il a fait ça. Donc, même y compris d'un point de vue commercial, je ne vais pas dire quel est l'opérateur, mais ils ont un raisonnement qui est de faire du chiffre affiché. D'accord. Donc, ça veut dire aussi que effectivement, quand on a laissé la main aux collectivités territoriales parce que ce n'était pas intéressant, c'est la volonté politique locale qui est déterminante à ce moment-là pour équiper rapidement ces territoires. Mais elle est presque plus de marge de manœuvre que quand ça a été confié à des opérateurs. Exactement. C'est-à-dire que si on avait pu bénéficier de ce que le département avait décidé de déployer, là où ce n'était pas un opérateur, eh ben, ça aurait été plus vite. Merci. C'est quand même dingue. Voilà. Merci pour cette vision, cette analyse. Dominique Lemaitre, il y avait une question pour vous qui a été posée par le système tablette transmission, qui est de dire comment après, une fois que vous avez mis en place ces appels à projets dynamiques territoriales, comment vous évaluez et comment dans le temps vous faites évoluer la chose pour continuer d'associer les acteurs. D'ailleurs, la question est affichée derrière vous. Alors, pour ces programmes, d'une manière générale, on porte un gros effort sur l'évaluation de nos politiques. On a tout un chantier qui vise à mettre en place, à définir nos stratégies, à mettre en place les indicateurs qui vont nous permettre de suivre si nos stratégies avancent et aboutissent. En ce qui concerne ces programmes en particulier, ces programmes locaux, on a mis en place des évaluations dès le début. On a mis en place une évaluation parallèle au dispositif pour voir comment ça évolue, quels sont les résultats de ces actions, comment ça transforme éventuellement un peu le paysage. On est parfois, les territoires sont plus ou moins grands, mais il y a des endroits où les territoires sont relativement petits, donc on peut mesurer quand même assez bien si ça crée de la dynamique dans la société civile. Nous, c'est surtout cet Vous mesurez assez bien. Vous mesurez comment en 2 mots? Le nombre d'habitants concernés, le taux d'initiative qu'on relève à certains endroits, la mise en réseau que ça permet entre les gens, le branchement avec les autres institutions publiques, la façon dont ces programmes évoluent en liaison avec les acteurs du territoire. Il y a pas mal de sujets pour voir si ça crée une dynamique ou pas. Merci. On viendra, j'espère qu'on aura 5 minutes sur les fondations territoriales, un peu à l'américaine, comme les communautés américaines ont créé vers vous. Mais je voudrais laisser la parole à la salle qui a peut-être sur cette question d'innovation, des choses soit qui ne sont pas claires ici parce qu'on va très vite pour rester dans les temps, soit des réactions, des interrogations, des choses qu'ils souhaiteraient porter à connaissance. Et donc, il y a 2 micros toujours pour vous. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur ces innovations qui vous sont présentées? C'est l'heure de la sieste. Le vin était très bon. Non, c'est vrai.
Je plaisante. Qui souhaite intervenir? Personne pour l'instant. Bon, eh bien, je reviens vers vous, Dominique Lemaitre. Parlez-nous de ces fondations territoriales. Alors attention, fondations territoriales, ce n'est pas des fondations qui sont menées par des collectivités. Ce n'est pas les villes qui disent « Ah, on a besoin d'une fondation pour financer maintenant, grâce aux citoyens avec nous, des équipements qu'on n'arrive plus à financer grâce à la dotation globale de fonctionnement ». Ce n'est pas ça. Alors, c'est pas ça et c'est ça. C'est-à-dire que ça existe. Il y a un certain nombre de villes et de collectivités territoriales qui commencent à imaginer de faire des fondations pour donner plus d'ampleur à leur politique. C'est un mouvement dont on peut penser ce qu'on veut, mais nous, on considère qu'à l'endroit où on est, qui est de converger parfois avec des collectivités ou avec l'État vers des projets. En revanche, on imagine que la gouvernance dans les projets que nous soutenons, que la gouvernance doit rester à la société civile. Voilà. Donc nous encourageons concrètement la création de fondations territoriales que les Américains qui ont créé ce modèle appellent les Community Foundations. Ce sont des fondations qui ont comme caractéristiques les caractéristiques suivantes. Elles sont dédiées à un territoire délimité. Elles sont alimentées par des acteurs de la société civile, des particuliers ou des entreprises, qui vont essayer de mettre leurs moyens au service du développement de leur territoire. Alors, bien évidemment, la plupart du temps, d'abord au profit des populations les plus défavorisées du territoire, mais d'une manière générale à la dynamique du territoire. C'est un modèle qu'on connaît bien, nous, à la Fondation de France, parce que la Fondation de France a été créée sur ce modèle en l'appropriant à l'échelle nationale. Ce sont des fondations qui sont en général généralistes, qui sont des fondations de financement et qui peuvent abriter des projets particuliers, de particuliers ou d'entreprises spécifiques sur ce territoire. C'est exactement le modèle selon lequel la Fondation de France a été créée. Pourquoi on cherche à encourager ce mouvement? Il est vrai que dans un pays aussi centralisé et où l'intérêt général était tellement, pendant des décennies, aux mains de l'État, de la puissance publique, c'est un modèle que la France ignore, ce modèle de la fondation territoriale. Et pourquoi on essaye de le pousser? Parce qu'on pense que dans une logique de décentralisation, il est important que des acteurs de la société civile s'intéressent à leur territoire, y prennent des responsabilités. Et même si on connaît une scène du mécénat extrêmement dynamique actuellement, parce qu'en France, il y a des incitations fiscales aux dons qui sont très fortes, et parce qu'il y a une culture mondiale qui est en train de se créer aussi autour d'un rééquilibrage de la prise en compte de l'intérêt général entre le public et le privé, dans un contexte de pénurie des moyens publics, il faut bien le dire. Il nous semble que ce modèle, qui est un modèle de la maturité, puisque ça veut dire qu'il y a des individus et des entreprises qui vont accepter de faire des fondations collectives, pas simplement des fondations à leur nom, mais des fonds pour leur propre promotion ou pour leur propre ego, mais des fondations tournées vraiment vers le bénéficiaire, vers la société dans laquelle ils sont. Les Américains, ils disent carrément, enfin, on va dire, qui ont une espèce de côté frontal quand ils expriment ces questions. Ils disent, on vit mal dans un territoire où il y a beaucoup de pauvreté, parce que les riches doivent s'enfermer derrière des barbelés, donc il faut que le territoire soit équilibré, et les plus riches de la communauté doivent y contribuer. Voilà. C'est ça qu'on essaye de pousser. Alors, c'est un mouvement qui démarre lentement. Il est un peu recouvert par le nombre de projets de collectivités locales qui sont des projets un peu différents, parce que dans les projets menés par des collectivités locales et territoriales, la gouvernance reste aux mains des élus. Je n'ai rien contre les élus, mais nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à stimuler les initiatives de la société civile. Donc, on cherche à aller chercher chez des gens qui se sentent par ailleurs, hein, les gens aisés de notre société. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils se sentent de plus en plus responsables d'intervenir dans la vie. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des représentants ici des pôles et des pays? C'est qui vous aident à faire connaître ça, qui relaient ça auprès de la société civile? Si vous avez des gens dynamiques dans de la société civile et qui ont envie de s'engager, eh bien nous, on est très très accueillants pour ces projets. Comment est-ce qu'on les accueille? D'abord, on a décidé d'abaisser nos seuils, on a diminué de moitié nos seuils exigibles pour créer une fondation. Aujourd'hui, pour ces fondations, on demande à ce que les fondateurs, la collectivité s'engage à apporter 100 000 euros en 5 ans, au lieu de 200 000 qu'on demande d'habitude pour créer d'autres fondations.
Et puis, la Fondation de France a décidé de créer sur ses fonds propres et dans ses propres programmes une ligne budgétaire pour éventuellement doubler la mise sur les projets qui sont financés par ces fondations territoriales. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, quand on voit certains territoires qui sont quand même plus pauvres que d'autres, on citait le Vaucluse par exemple tout à l'heure, que justement ces fondations, il y a des endroits où effectivement il y a peu de riches, il y a beaucoup de pauvres, et que du coup ça accentue encore les inégalités territoriales. C'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, quand on a vu un frémissement du côté des collectivités locales, on a vu arriver les plus riches d'entre elles, celles qui avaient le plus de contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune, notamment, puisqu'il y a des incitations fiscales au titre de l'ISF, mais pas que, il y en a aussi au titre de l'impôt sur le revenu. Oui, c'est vrai, mais et en même temps, on parlait des résidences secondaires tout à l'heure. Je crois que quand vous parliez de ça, je pensais qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à faire pour relier ces habitants occasionnels, moins occasionnels, qui, selon leur âge, peuvent rester plusieurs mois dans leur endroit d'adoption. Et je pense qu'il y a peu d'endroits, finalement, où il y a absolument un manque de moyens criant, même si ces moyens viennent ponctuellement, comme dans tout le phénomène de migration des résidences secondaires. Merci, je vais vous laisser passer le micro à votre voisin déjà pour voir si, sur tout ce qui a été dit là à la tribune, vous voyez prendre des notes. Voilà, vous avez une remarque ou une réflexion où ça vous inspirait des choses, je vous voyais un peu voilà, concentré là-dessus. Et puis il y a des questions qui arrivent en votre direction. C'est un peu une pratique d'expert, entre guillemets, cette prospective. Comment faire pour éviter que, même proche du terrain, ce ne soit une démarche one-shot? C'est-à-dire qu'on vient, on le fait, puis après, c'est fini. Ouais, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. C'est tout l'enjeu du travail que font les prospectivistes en France aujourd'hui. La prospective, il y a une histoire, il y a des écoles, il y a des générations. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais l'enjeu de la prospective aujourd'hui, qui est au cœur des réflexions et des travaux de la Société française de prospective, c'est ça. C'est-à-dire que dans la société où nous sommes, telle qu'elle fonctionne, et avec les exemples qu'on vient de voir, ça alimente cette idée. On ne fait valablement de la prospective que si on associe à la réflexion, à l'écriture des scénarios, à l'imagination de l'avenir et surtout au discernement des leviers d'action qui sont sous la main, que si on associe l'ensemble des acteurs d'un territoire. Sinon, ce n'est pas intéressant. Et donc, mettre au point les méthodes où non seulement on fait le travail de lancement, de diagnostic, de réflexion, de scénario, de fixation d'objectifs, mais que dans la durée, il faut une animation sur un travail de prospective. Je préside une association qui s'appelle la Fonda, qui fait ce travail dans le monde associatif. Et ça fait bientôt 10 ans qu'on mène une démarche de prospective qui s'appelle Faire Ensemble 2020. On voit que ça produit des effets dans les associations qui sont autour de nous, dans la durée, parce qu'il faut le temps d'acclimater la démarche, il faut le temps d'adapter la méthode à la particularité de chaque association, et petit à petit, elles s'approprient cette méthode et elles en font un outil permanent de leur réflexion et de leur élaboration stratégique. Je voudrais faire une remarque sur l'Assemblée des territoires. Je suis absolument fasciné par cette expérience parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir à quelle vitesse, quand les élus ont un peu d'imagination, on peut développer des compensations au défaut d'une réforme qui est en train de se mettre en place. La réforme territoriale, je ne suis pas là pour la commenter, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les méga-régions, comme les très grandes intercommunalités, elles font courir un risque, c'est d'être hors sol par rapport au territoire. D'abord, on voit bien que leurs élus et leur personnel vont consacrer énormément d'énergie à gérer la fusion des programmes, des équipes, des organigrammes, etc. J'ai rencontré le président Richert, il n'y a pas très longtemps, président de la région Grand Est, qui me disait, rendez-vous compte, j'hérite de 3 régions, de 700 dispositifs de politique régionale, j'ai 6 mois pour en faire 200. Je regarde Jean-Michel Tornary parce qu'il a été directeur général des services d'une grande région. Il mesure très bien ce que ça peut vouloir dire en termes de juste pas le temps, pas la force de travail des élus et des services pour clarifier ces choses-là. Je trouve que l'Assemblée des territoires, c'est un antidote à l'évolution hors sol des régions qui est formidable. Et je trouve que les élus de la région Occitanie et la présidente Carole Delga ont vraiment eu une très bonne idée. Demain, la structuration des territoires, elle ne sera pas le fait de grands organes dont l'architecture a été réformée
pour répondre à des impératifs de gestion, ils ne structureront plus le territoire. Ils vont se comporter comme des agences. La disparition de la clause de compétence générale va accentuer ce phénomène. Ils vont avoir des compétences délimitées, des moyens limités pour gérer ces compétences, et donc ils vont délivrer un certain nombre de prestations, faire des appels à projets, avoir des programmes sur des objectifs extrêmement précis, et donc ils n'auront plus de capacité de structuration politique du territoire. Structuration politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire organisation de l'action collective. Et donc, qui va organiser l'action collective sur les territoires? Ce sont les élus, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les citoyens de tout poil qui se retrousseront les manches et qui auront envie de le faire ensemble. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure en disant chacun cherche son écosystème. L'écosystème, ce que moi j'appelle la communauté d'action, c'est cette démarche dans laquelle, quand on est un acteur appartenant à une certaine catégorie d'acteurs, on va aller chercher les autres pour travailler ensemble. Et ce phénomène-là, je le vois aujourd'hui partout où je vais en France. Nous étions ensemble il y a quelques semaines à Domfront, au fond de l'Orne. On a discuté avec un président d'une communauté de communes. Et puis il y avait un certain nombre de responsables associatifs qui étaient là. On les sentait animés de cet état d'esprit. Merci pour votre commentaire et justement ce petit coup de cœur pour l'Assemblée des territoires. Une question encore pour vous, très rapidement, parce que quand vous êtes parti, on sent votre enthousiasme. Mais comment est-ce que cette prospective peut être mise au service de l'engagement citoyen pour participer à l'élaboration et à l'évaluation des politiques? C'est-à-dire, est-ce que cette prospective, elle permet justement d'aller chercher le citoyen, ou est-ce qu'il reste toujours dans son le noyau d'acteurs habituel, ou est-ce que vraiment ça va au-delà de ça? Les citoyens ont envie de s'engager. Ils le manifestent, donc il faut leur proposer, leur offrir des occasions et des structures où ils peuvent le faire. Là, c'en est une. La prospective, son esprit fondamental, c'est le partage de la connaissance. C'est justement pas... Enfin, il y a de la prospective d'experts, il y a de la prospective d'économistes, il y a des technos dans la prospective comme ailleurs. Mais ce que ça apporte de plus par rapport à toutes les disciplines, toutes les techniques qui peuvent exister, c'est précisément toutes les méthodologies d'animation, d'information, de pédagogie, etc., pour partager les connaissances. Parce que pour pouvoir agir ensemble, notamment quand on a affaire à des phénomènes complexes, l'économie d'un territoire, c'est un phénomène complexe. On met en jeu des comportements de consommateurs de différentes natures, il faut identifier des flux de richesse, il faut savoir quel levier on peut avoir. Une fondation territoriale, le concept, il est tout simple. Les gens qui ont de l'argent le mettent dans un pot commun et ensuite on le dépense pour financer des projets. Ça, c'est pas compliqué à faire sur le papier. Et c'est vrai que les Américains savent le faire très bien, mais ils ont une tradition culturelle dans laquelle les gens qui sont riches sur un territoire, ils sont moralement obligés de donner. Donc ça fonctionne. Mais ensuite, comment faire, par exemple, de l'appel à projet sans que la technique d'appel à projet favorise justement ceux qui répondent tout le temps et pas ceux qui restent dans leur coin? Tout ça, ça demande du partage de connaissances, de la méthodologie, ça demande de l'engagement de beaucoup de gens. L'esprit de la prospective, c'est d'essayer d'élaborer des outils pour faciliter ce travail de mise en commun. Merci. Dominique Lemaitre, toujours depuis la salle, une question qui arrive toujours via le numéro SMS. Quelle différence, complémentarité entre ce que vous faites et le crowdfunding, pour explication? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'on peut avoir l'un plus l'autre, des appels à crowdfunding et en même temps ce système de fondation territoriale? Comment ça s'articule? Demande participant. Alors, le crowdfunding, c'est essentiellement une technique pour aller chercher de l'argent. Pendant longtemps, on a fait du publipostage. Vous avez tous reçu, et vous recevez toujours dans vos boîtes aux lettres des courriers faisant appel à dons. Le crowdfunding, c'est une autre technique pour aller chercher de l'argent. Après, ça peut être au service de toutes sortes de projets. On fait même du crowdfunding dans le champ, dans le monde marchand. Alors, il y a du crowdfunding, c'est une technique qui se développe beaucoup dans le monde non marchand, d'ailleurs associée à d'autres manifestations, des courses solidaires, des arrondis de caisse, en caisse, on peut vous demander d'arrondir le montant de vos achats. Enfin bon, il y a les gens qui font du marketing sont débordants d'imagination pour trouver des occasions et des modes de collecte. Après, ça peut être, ce crowdfunding, il peut être au service d'une fondation territoriale, il peut être au service d'une fondation thématique, il peut être au service de beaucoup de choses.
Il C'est est un vrai outil que au service c'est un d'eux, outil, quoi. c'est un outil de collecte de fonds. Il est vrai que ça paraît assez bien adapté à une fondation territoriale, mais je pense quand même que dans la fondation territoriale, il faut quand même qu'il y ait à l'origine des gens qui s'engagent à titre personnel. Il ne s'agit pas juste d'aller chercher la richesse auprès de toute la population. Il faut déjà qu'il y ait des individus aisés qui C'est mettent cela de qu'on l'argent peut sur la repérer. table et qui disent moi je m'engage. Parce qu'il faut toujours des exemples aussi. Voilà, ça n'est pas de rien, quoi. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui se mettent devant parce qu'ils en ont les moyens et qui disent ben voilà, on va faire un projet pour ce territoire. Après, on va peut-être aller chercher de l'argent auprès de nos concitoyens, mais une fondation, ça commence toujours par une affectation de patrimoine, quand même. Merci Alain Souline, vous souhaitez compléter? Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas penser le crowdfunding uniquement comme un moyen d'aller chercher de l'argent. C'est beaucoup utilisé justement dans tout ce qui est innovation pour savoir si ça intéresse des gens, s'il y a des clients, s'il y a des gens qui veulent faire ça, donc s'engager dans ce projet. C'est presque une étude de marché. C'est quoi. une étude de marché, mais au lieu de faire un test sur une centaine de personnes, on fait un test devant tous les clients ou tous les usagers possibles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait bien rentrer dans notre fonctionnement parce que c'est extrêmement utile. C'est du test à grandeur réelle. Et penser à le faire dans des territoires, je pense que ça peut donner de très bons résultats. Et c'est pas du tout contradictoire avec ce que vous faites, évidemment. Merci. Dans la salle, il reste 10 minutes. Est-ce que, pour que vous ne repartiez pas avec quelque chose sur l'estomac qui vous frustrerait ou autre, vous avez des réactions, des questions de vive voix? Oui, monsieur, au premier rang. N'oubliez pas de vous présenter. Merci beaucoup. Merci. Dominique Val, que je co-préside avec Yves Londechamp, la coordination nationale des conseils de développement, et accessoirement, je préside celui de la métropole du Grand Nancy. Je me posais une question, si on veut innover, on veut faire la prospective et tout, et je me demandais si on ne devrait pas réfléchir en amont de tout à innover sur la manière d'innover. Je m'explique, parce que en fait, ce que je crains, c'est qu'on se fasse piéger dans une forme d'entre-soi, une forme de gentrification de la prospective, et qu'on passe à côté de ce que Pierre-Rose Vallon appelle les silencieux, les anonymes en quelque sorte. Et les silencieux, c'est pas forcément des gens en souffrance. On a un système qui finalement ne permet pas à des gens, à toute catégorie, de s'exprimer. Et je pense qu'on a le devoir impérieux de créer les conditions de l'envie et les conditions des possibles. Alors là, je m'adresse à la Fondation de France. On imagine comment faire intervenir des salariés dans des processus participatifs tels que les conseils de développement, et pas que. Nous, on y a réfléchi, on ne trouve pas de solution. Comment faire participer les femmes qui, curieusement, ont un deuxième métier le soir ? Et on s'est dit, avec notre budget modeste, c'est pas le cas de tous les conseils de développement, on dit tiens, on va trouver des nounous pour s'occuper des enfants pour que les femmes puissent venir. Tout notre budget était craqué. Donc on ne pouvait pas le faire, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas de l'innovation là-dedans, de la fiscalité à inventer pour que, je ne sais pas, un chef d'entreprise puisse lâcher même un manœuvre? Parce que attention, vous savez, dans l'industrie, quand vous avez une embrouille sur un processus de fabrication, vous allez sur la chaîne de fabrication et les mecs, ils ont la solution dans 80% des cas. Donc justement, faire remonter de l'envie, de la connaissance, de l'envie de participer, et ça n'a rien de démagogique. Et là, il y a des choses à inventer. Donc si on n'innove pas dans les systèmes d'innovation, à mon avis, on va tourner en rond pendant un sacré moment. Merci, Alors, vous l'avez bien vu dans les conseils de développement, effectivement, et ça a été dit hier lors de la table ronde. Donc Dominique Lemaître, et puis peut-être Yannick Blanc sur ce sujet aussi rapidement. Nos programmes de dynamique territoriale que je décrivais tout à l'heure, c'était vraiment ça l'idée. L'idée, c'était d'aller chercher une population qu'on ne voyait pas forcément à travers les organisations représentatives que sont les associations constituées, etc. D'où le fait qu'on est descendu très très bas sur le terrain pour aller à la rencontre des gens qu'on ne rencontre pas forcément qu'on ne rencontre pas dans nos appels à projets constitués. L'autre chose, c'est que sur la question des entreprises, il y a quand même énormément d'entreprises. Ça, c'est un mouvement qui s'est amorcé dans les années 90. On va dire le mécénat des entreprises, il commence à émerger au milieu des années 90. Vers la fin des années 90, il devient déjà plus une usine à projets, prestigieux, mais bien, il passe des directions de la communication aux directions des ressources humaines pour faire une caricature. Et il y a beaucoup d'entreprises petites, grandes et moyennes et petites,
qui font participer leurs salariés. Moi, je connais des entreprises qui demandent à leurs salariés de ramener leurs projets dans lesquels ils sont investis. Enfin, ils font de l'incentive avec ces fondations d'entreprise. C'est quand même très, très courant, ça. Oui, ça existe, mais ça reste quand même un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, comment, par expérimentation, prouver que ça marche, le généraliser parce que je connais ces exemples-là, ça reste quand même assez marginal. Mais moi, pour être à la Fondation de France depuis bien longtemps, je pense quand même qu'il y a du progrès. Il y a eu le progrès, il a poussé dans deux sens. Et le mécénat s'est répandu, et puis dans les entreprises, il y a quand même toutes les exigences, tout ce qui a été imposé aux entreprises en matière de développement durable et de responsabilité sociale, qui a quand même cultivé les entreprises aussi sur ces sujets. Donc je suis d'accord qu'on peut faire mieux, c'est pas parfait, mais il y a quand même vraiment aujourd'hui, il est rare que le mécénat des entreprises reste aux mains du haut de l'entreprise. Franchement, Yannick Blanc, il est beaucoup plus partagé qu'avant. Ils ne sont pas dans les conseils de développement. Merci, merci Yannick Blanc. Deux suggestions pratiques pour répondre à votre question. Premièrement, si vous cherchez des gens pour vous aider à développer des méthodes de mobilisation bénévole des salariés d'entreprise, adressez-vous à une association qui s'appelle Pro Bono Lab. Vous trouverez son site internet, Pro Bono Lab. Ce sont des jeunes gens sortis d'HEC depuis quelques années. Ils ont monté vraiment un dispositif qui est absolument prodigieux et ils ont réussi dans tout un tas d'entreprises à mobiliser les salariés sur des causes d'intérêt général au service d'associations. C'est des jeunes gens pleins d'avenir. Si vous avez besoin de créer du contact avec la population, d'aller au-devant des gens, d'animer, de leur donner la parole, etc., appuyez-vous sur des jeunes volontaires en service civique. Il y a déjà des tas de collectivités locales qui mobilisent, c'est mon autre casquette, il y a déjà pas mal de collectivités locales qui mobilisent des jeunes en service civique pour animer des contacts avec la population, pour venir à l'appui des conseils citoyens. Donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil. Merci, on va éviter le dialogue. On va passer la parole à d'autres personnes. C'est juste pour dire, non mais nous on le fait, les conseils de développement le font. Nous on a un atelier prospectif avec 150 étudiants de 14 formations universitaires. Le problème c'est comment mettre en place des dispositifs qui permettent de le généraliser, de manière à ce que les petits conseils puissent se nourrir de cette réflexion salariale qui n'existe pas dans les conseils de développement. Moi je voudrais vous redire sur les... Déjà en parlant aujourd'hui, c'est parfait. En parlant de mécénat d'entreprise, je voudrais vous dire, il y a un mouvement qui est très dynamique en ce moment. Les grandes entreprises, elles sont toutes organisées aujourd'hui. C'est le mouvement des ETI. Nous, on voit, il n'y a pas un bureau de la Fondation de France où on ne crée pas une ou deux fondations créées par le patron de l'ETI et l'ETI. Et en général, c'est des entreprises qui sont très ancrées dans leur territoire. Et ça fait toujours participer les salariés, c'est fait pour ça. Merci. Il reste 6 minutes. Une ou deux questions. Voilà, madame, là. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre? Et on va s'arrêter là. Non, ce sera donc la dernière non, deux. Donc, monsieur, après, juste plus haut, là. Voilà, merci. Et ce sera les deux dernières de cette séquence. Madame Bonneau, je suis au Conseil de développement au niveau de la société civile, mais au nom de l'éducation populaire dispensée dans les foyers ruraux. La parole partagée, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Mais où la partager? Quelle parole? Qui peut parler? L'entre-soi, c'est bien. L'engagement, il est profond. Il n'est pas spontané, l'engagement. Il faut que lorsqu'on s'engage, on se connaisse bien, on ait quelque chose à partager d'abord. Ensuite, en libérant la parole dans des espaces de liberté qu'il faudra retrouver, il y en a. On ira vers les solutions, mais ce n'est pas en apportant des solutions toutes faites qu'on la trouvera. La prospective, j'ai connu avec Albert et vous le gérez. Il y a quand même, depuis 70, que je pratique la prospective. Mais on ne peut pas la pratiquer tout seul. On ne peut la pratiquer que dans des espaces où les gens se sentiront concernés et se sentiront entendus. Parler est une chose et être entendu en est une autre. Donc, comment se comprendre si on fait comme ça? Merci, voilà. Madame, merci pour votre interrogation et l'accent que vous mettez sur l'éducation populaire. Voilà. On va passer le micro à monsieur. La formation est là pour ça. Et comme ça, on va faire un mot qui servira en même temps pour chacun de conclusion et de réponse à ces deux dernières interventions.
Bonjour, Emmanuel Duriveau, directeur du PETR du Pays Rille-Estuaire en Normandie, dont la seconde capitale est la commune d'Épegne, qui a le plaisir d'accueillir en ce moment une formation développée par M. Assouline. Un commentaire et un témoignage. Je vais commencer par le témoignage. Concernant la formation Webforce 3, côté territoire, c'est simple, ça fonctionne. Un fléchage du public par Pôle emploi. Donc franchement, c'est bien, c'est efficace. Allons-y, à développer, je le recommande. Vous ne l'avez pas payé. Et non, c'était pas prévu, c'est du pur hasard. Et puis un commentaire par rapport aux questions posées sur la prospective. De mon point de vue, la réponse à ces deux questions reflète la propension qu'ont pu avoir beaucoup de bureaux d'études d'enseignes nationales sur des SCOT, par exemple, je ne citerai pas de nom, pour vendre des prestations de prospective qui ne sont pas suffisamment rentables pour aller dans le fond des choses sur des questions de mobilisation dans la durée et d'association et de participation citoyenne. Voilà, donc message aux collègues, la réponse aux deux questions est le choix du bureau d'études avec lequel on travaille, du prospectivisme, parce que la prospective peut être autre chose que ce qu'on nous vend pour un SCOT en général. Merci. Moi, je me permets de vous faire remarquer qu'en ce qui me concerne, je pratique la prospective dans des cadres associatifs avec des contributions essentiellement bénévoles. Donc, je ne suis pas du tout dans un cadre de bureau d'études. Merci. Et ça répond en même temps à l'interrogation de madame. Il y a aussi une madame. prospective participative qui existe. Merci. Alors, ceux qui le souhaitent, parmi vous quatre, un mot d'un message fort que vous souhaitez faire passer avant qu'on ne laisse la place pour le discours de clôture, et j'ai quelques informations pratiques à donner. Moi, je voulais répondre à madame que je pense qu'au cœur de tous les projets qu'on soutient, je crois énormément à l'action commune. Je crois vraiment que quand il y a une convergence d'acteurs pour faire quelque chose en commun, ça fait partie des projets les plus puissants. Évidemment, on a la ligne de force de l'ensemble de nos programmes dans le domaine social et sanitaire et social, c'est la question de la participation. On a même un programme qui s'appelle Démarche participative, qui ne s'adresse pas que au mouvement représentatif habituel, mais bien à la participation de tous les habitants. Et qu'enfin, il y a une chose à laquelle je crois énormément, c'est à ce que j'appelle la rencontre des mondes, c'est-à-dire que des gens d'univers différents se rencontrent, qui ne se parlent jamais, arrivant chacun avec leurs compétences et qu'on essaye de construire avec ça. Voilà. Merci. Donc ça fait partie très profondément des convictions de la Fondation de France et je ne pouvais pas vous laisser... Merci Alain Assouline. Un mot qui servira un mot, simplement, je pense que... Enfin, on parle d'innovation et l'innovation va maintenant être permanente. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est des transformations profondes qui vont vouloir dire qu'on va être dans des innovations qui vont se développer tous les ans, des nouvelles choses qui vont arriver. Et devant l'innovation permanente, si on veut que ça crée des emplois et pas que ça en détruise, il faudra mettre en place de la formation réellement permanente. Merci. Philippe Clary ou Yannick Blanc, c'est bon pour vous ?